J'ai reçu un appel de ma voisine à propos d'un camion de déménagement devant chez moi pendant que j'étais au travail. Je suis rentré et j'ai trouvé mes parents et mon frère en train d'installer sa famille dans ma maison sans aucune permission. Tu n'as pas besoin de tant d'espace de toute façon, ont-ils dit. Alors j'ai appelé la police. Cela s'est passé il y a 8 mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. J'ai 29 ans, je suis un homme, je travaille dans la gestion de projets de construction commerciale, et c'est sans aucun doute le drame familial le plus dingue que j'ai jamais vécu. Désolé pour la longueur, mais ça devient complètement fou et la fin vaut vraiment le coup. Quelques éléments de contexte sur la dynamique de ma famille. Je suis l'aîné de 2 fils. Mon frère David a 26 ans et a été l'enfant chéri toute sa vie, malgré le fait qu'il soit un vrai désastre. Il a abandonné l'université 2 fois, il ne garde jamais un emploi plus de 6 mois, il a mis sa copine Crystal enceinte à 24 ans, et depuis ils vivent au crochet de nos parents. De mon côté, j'ai travaillé dans la construction pendant le lycée, j'ai obtenu ma certification en gestion de projet, et j'ai gravi les échelons jusqu'à gagner 125 000 $ par an en dirigeant des projets de bâtiments commerciaux. Il y a 3 ans, j'ai acheté une maison. Pas n'importe quelle maison, une Craftsman rénovée de 2600 pieds carrés dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. J'ai versé 75 000 $ en cash que j'avais économisé en travaillant 60 heures par semaine et en vivant comme un moine pendant 4 ans. La maison avait besoin de travaux, mais j'ai passé 2 ans à tout rénover moi-même les week-ends et les soirées. La rénovation de la cuisine seule a pris 6 mois de week-end. J'ai tout vidé jusqu'au montant, j'ai installé des placards sur mesure que j'ai fabriqués moi-même et j'ai tout couronné avec des plans de travail en granit. La transformation du sous-sol a été mon chef-d'œuvre. Ce qui était un espace sombre et inachevé est devenu une véritable zone de divertissement avec un bar humide, des sièges sur mesure et un système de home cinéma avec des enceintes surround. J'ai tout câblé moi-même. La salle de bain principale a demandé 3 mois de planification minutieuse. J'ai complètement reconfiguré l'agencement, ajouté une douche walk-in avec un carrelage en chevron sur mesure, positionné une baignoire pour profiter de la lumière naturelle et installé des sols chauffants avec une double vasque. Les planchers de bois d'origine ont nécessité un ponçage complet. J'ai passé un mois entier le soir à décaper, poncer, teindre et sceller chaque centimètre carré moi-même. J'ai mis l'installation électrique aux normes modernes et j'ai refait toute la plomberie. L'aménagement paysager a été un projet de 2 ans. J'ai enlevé les arbustes trop envahissants, planté des arbres stratégiquement pour l'intimité, installé un système d'irrigation et créé des plates-bandes avec des plantes vivaces. J'ai construit moi-même la terrasse arrière avec des matériaux composites. Chaque clou, chaque carreau, chaque goutte de sueur investie était de moi. La maison est sur un terrain d'1 quart d'acre avec des chênes matures, un garage double et un atelier où je restaure des voitures classiques. La valeur de la propriété a augmenté de 30% depuis que je l'ai achetée. Ce n'est pas juste une maison. C'est mon sanctuaire, mon investissement et la preuve de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mes parents, Richard et Linda, ont toujours eu des opinions sur les choix de vie des autres. Maman pense que ses fils existent pour réaliser sa vision de la famille. Elle poste des citations inspirantes sur la famille sur Facebook tout en essayant de contrôler chaque aspect de la vie de ses enfants. Papa se contente de suivre ce qu'elle dit pour éviter les conflits. David et Crystal vivent dans le sous-sol de mes parents avec leurs 2 enfants. David travaille par intermittence, livreur, ouvrier temporaire en entrepôt. Actuellement au chômage une fois de plus après s'être fait virer pour être arrivé en retard. Crystal n'a jamais eu d'emploi, elle passe ses journées à faire des vidéos TikTok sur ses difficultés, pendant que mes parents leur fournissent logement gratuit, factures, nourriture et babysitting. La dynamique familiale a toujours été la même, David reçoit des chances infinies pendant qu'on attend de moi que j'ai ma vie en ordre et que j'aide tout le monde. Quand David a crashé sa voiture à 22 ans, mes parents lui en ont acheté une autre. Quand il s'est fait arrêter pour vol à l'étalage, ils ont payé son avocat. Quand Crystal est tombée enceinte, ils ont organisé une baby shower et installé une nurserie. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai eu une poignée de main. Il y a environ 6 mois, ma famille a commencé à faire des commentaires bizarres sur ma maison pendant nos dîners familiaux mensuels. C'est tellement grand pour une seule personne. Tu dois te sentir seul dans tout cet espace. La famille de David commence vraiment à manquer de place dans le sous-sol. Je me contentais de rire et de changer de sujet, parce que franchement, que pouvais-je dire d'autre? Que j'aimais avoir de l'espace? Que je l'avais mérité? Puis les remarques sont devenues plus directes et plus fréquentes.
Tu devrais vraiment envisager de réduire. Un bel appartement en centre-ville serait tellement pratique pour toi. David doit penser à l'avenir des enfants. L'immobilier est un si bon investissement. Tu pourrais probablement gagner de l'argent en vendant. Le classique chantage affectif que ma mère a perfectionné pendant des décennies de manipulation familiale. Je dois préciser que même si je gagne bien ma vie, je ne suis pas dépensier. Mon prêt immobilier s'élève à 2 950 $ par mois, taxes et assurances comprises, ce qui est tout à fait gérable avec mon salaire. J'ai 45 000 $ d'économie, je cotise au maximum pour ma retraite et il me reste encore largement de quoi financer mes loisirs, le travail du bois, le VTT et la restauration de voitures classiques. Je roule dans un pick-up payé comptant. Je cuisine la plupart de mes repas à la maison et je fais attention à mes dépenses. J'ai gagné chaque dollar par un travail acharné et des décisions intelligentes, pas par chance ou par aide. La situation a empiré il y a environ un mois, lors de ce que je croyais être un dîner familial normal. David se plaignait de leur situation de vie, à quel point c'était étroit dans le sous-sol, comment les enfants avaient besoin de leur propre chambre, comment Crystal devenait déprimée à rester coincée en bas toute la journée. Ma mère faisait des bruits compatissants et me lançait des regards insistants par-dessus la table. Finalement, elle a lâché le morceau. Tu sais, Alex, tu as tout cet espace qui ne sert à rien. Ces chambres d'amis qui restent vides la plupart du temps. Ce ne sont pas des chambres d'amis, ai-je corrigé. L'une est mon bureau à domicile, l'autre sert de rangement pour mon atelier. Mais tu pourrais facilement combiner ces fonctions dans une seule pièce, a-t-elle continué. Vraiment, c'est presque du gaspillage d'avoir autant d'espace pour une seule personne. Je voyais très bien où elle voulait en venir. Maman, ne commençons pas ça. Commencer quoi? Je dis juste que la famille est de la famille. David traverse une période difficile en ce moment. David traverse une période difficile depuis 6 ans. Peut-être qu'il est temps qu'il se débrouille tout seul. C'est là que Crystal est intervenue. C'est facile pour toi de dire ça, tu n'as pas d'enfant dont tu dois t'inquiéter. Certains d'entre nous ont des responsabilités. J'ai regardé cette femme qui n'avait jamais travaillé de sa vie en train de me faire la leçon sur les responsabilités. Crystal, j'ai aussi des responsabilités. Comme le prêt que je paie chaque mois pour la maison que j'ai achetée. Mais tu n'as pas besoin de tout cet espace, a dit David. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais. Comment sais-tu ce que j'en fais? Allez, mec. Tu as genre 4 chambres et tu dors dans une seule. Ça fait 3 chambres vides pendant que mes enfants partagent une pièce de sous-sol sans fenêtre. Alors trouve-toi ton propre logement. La table est devenue silencieuse. Mon père s'est raclé la gorge. Fils, peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement qui aide tout le monde. Quel genre d'arrangement? Ma mère s'est penchée en avant et j'ai vu qu'elle avait préparé cette conversation. Eh bien, et si la famille de David emménageait chez toi? Juste temporairement. Tu pourrais prendre un bel appartement en centre-ville près du travail, sans tracas d'entretien, et David pourrait prendre en charge les paiements de la maison. J'ai éclaté de rire. Vous êtes sérieux? David ne peut même pas garder un emploi plus de 6 mois et vous voulez qu'il prenne en charge un prêt de 3 000 $? Il grandira avec, a dit ma mère. Avoir cette responsabilité pourrait être exactement ce dont il a besoin pour remettre sa vie en ordre. Et que se passe-t-il quand il ne peut plus faire les paiements? Parce que nous savons tous qu'il ne pourra pas. C'est une attitude très négative, a dit Crystal. Peut-être que si les gens croyaient plus en David, ils s'en sortiraient mieux. J'ai cru en David pendant 26 ans. À un moment donné, la croyance doit être soutenue par des actes. La conversation a dégénéré à partir de là, ma famille avançant des arguments de plus en plus ridicules sur la façon dont cet arrangement bénéficierait à tout le monde, surtout à moi. Selon eux, j'économiserais de l'argent, j'aurais moins de responsabilités, je serais plus proche du travail et, surtout, j'aiderais la famille. C'était une situation gagnant-gagnant que seul un égoïste refuserait. Je suis parti du dîner plus tôt ce soir-là, mais je pensais que c'était terminé. Ma famille a toujours été adepte des conversations dramatiques qui retombent quand la réalité reprend le dessus. Je me disais qu'ils se rendraient compte à quel point leur plan était impossible et qu'ils passeraient à autre chose. Je me trompais. Le mardi suivant, j'étais en train d'examiner des plans de projet dans mon bureau à domicile quand j'ai reçu un texto de ma mère, on passe vers 14 h pour mesurer les chambres d'amis. David veut voir si ses meubles rentreront.
Je l'ai appelé immédiatement. Maman, de quoi tu parles? Pourquoi les meubles de David auraient-ils besoin de rentrer dans mes chambres d'amis? Oh, chérie. On en a reparlé depuis dimanche. Le bail de David se termine le mois prochain et son propriétaire augmente le loyer à un montant impossible. On pensait que tu pourrais emménager dans ce bel immeuble en centre-ville et que David pourrait prendre en charge les paiements de la maison. C'est vraiment la solution parfaite. Je me sentais comme dans une réalité parallèle. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Je l'ai rénovée. Je la paie. Oui, mais tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. Et David a des enfants à qui penser. Tu es égoïste de garder tout cet espace pour toi alors que la famille de ton frère est à l'étroit dans un sous-sol. Égoïste de vouloir vivre dans la maison que j'ai achetée avec mon propre argent? Maman, on ne va pas avoir cette conversation. David peut trouver son propre logement comme tous les autres adultes en Amérique. Elle a pris ce ton glacial qu'elle utilise quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Alex, on y a beaucoup réfléchi et on en a longuement discuté. C'est la bonne chose à faire pour la famille. David pourra probablement prendre en charge tes paiements de prêt. Ça t'économisera même de l'argent à long terme. Prendre en charge mes paiements? Le gars qui est au chômage depuis 3 mois et qui n'a jamais payé quelque chose de plus cher qu'une facture de téléphone? La réponse est non. Fin de la discussion. Ne sois pas précipité. Réfléchis-y au moins une nuit. On passera demain pour prendre des mesures et voir la logistique. Non, vous ne viendrez pas. Ne passez pas. Ne mesurez rien. La réponse est non. Elle sera toujours non. Et si vous vous présentez chez moi sans permission, j'appellerai la police. Elle m'a raccroché au nez. Ça aurait dû être la fin. Mais ma famille n'a jamais été douée pour accepter un « non », surtout quand elle s'est convaincue qu'elle avait droit à quelque chose. 2 semaines plus tard, j'étais sur un chantier à environ 40 minutes de chez moi, en train de superviser l'installation de systèmes de chauffage et climatisation dans un nouvel immeuble de bureaux, quand j'ai reçu un appel de ma voisine âgée d'en face. C'est une gentille dame qui vit dans le quartier depuis 30 ans et qui garde un œil sur tout le monde. Alex, mon cher, j'espère que je ne te dérange pas au travail, mais il y a un camion de déménagement devant chez toi et des gens qui portent des meubles à l'intérieur. J'ai pensé que tu voudrais le savoir puisque ta voiture n'est pas dans l'allée. Mon sang s'est glacé. Quel genre de personne? Eh bien, on dirait tes parents et ce jeune homme qui vient parfois. Et il y a une femme enceinte qui dirige où ils doivent mettre les choses. J'ai supposé que tu étais au courant, mais ensuite j'ai réalisé que tu ne l'étais peut-être pas puisque tu n'es pas là. J'étais déjà dans mon camion et je roulais vers chez moi avant qu'elle ait fini sa phrase. J'ai appelé mon superviseur de chantier pour lui dire qu'il y avait une urgence familiale, puis j'ai conduit comme si ma vie en dépendait, zigzagant dans la circulation et brûlant des feux oranges. Quand je suis arrivé dans mon allée, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Un camion U-Haul était garé devant ma porte d'entrée. La voiture de mes parents était là. La vieille Honda cabossée de David aussi. Et il y avait des gens qui transportaient des meubles, des berceaux, un vieux canapé miteux, des cartons de vêtements, et même un réfrigérateur dans ma maison. Je suis resté assis dans mon camion pendant 30 secondes, essayant de digérer l'audace absolue. Ils essayaient vraiment d'installer la famille de David dans ma maison sans demander, sans permission, sans aucun droit légal, comme si je n'existais pas, comme si ma propriété ne signifiait rien, comme s'ils pouvaient simplement décider de redistribuer mes biens parce qu'ils en avaient envie. Je suis sorti et je suis allé directement à ma porte d'entrée, qui était maintenue ouverte par un carton. La scène à l'intérieur était encore pire que ce que j'avais imaginé. David portait un matelas dans l'escalier, grognant sous l'effort et transpirant à travers sa chemise. Crystal était assise sur mon canapé en cuir, celui pour lequel j'avais économisé 6 mois pendant que ses 2 enfants couraient partout en mettant leurs mains collantes sur tout. Ma mère se tenait au milieu de tout ça avec un clipboard et un mètre ruban, dirigeant l'opération comme une coordinatrice de déménagement démente. « Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ?» ai-je dit assez fort pour que tout le monde s'arrête. Ma mère s'est retournée avec une fausse expression surprise, comme si elle avait été prise en train d'organiser une fête surprise au lieu de commettre un délit. « Alex, tu rentres tôt. On voulait installer David avant que tu reviennes pour que ce ne soit pas trop perturbant pour toi. » Installer ? Sortez tous, tout de suite. David s'était arrêté à mi-chemin dans l'escalier avec le matelas. Le visage rouge d'effort. Mec, détends-toi.
Maman nous a tout expliqué. Ça marche mieux pour tout le monde. Tu réduis, on a l'espace dont on a besoin. Tout le monde gagne. Est-ce qu'elle t'a expliqué comment tu vas payer un prêt de 2950 $ avec un salaire de 0 $? Crystal a levé les yeux de son téléphone pour la première fois depuis mon arrivée. En fait, on a parlé à quelqu'un aux services sociaux à propos des programmes d'aide gouvernementale pour le logement. Avec le niveau de revenus de David et les enfants, on pourra probablement obtenir de l'aide pour les paiements. En plus, il y a des avantages fiscaux pour les familles. Je l'ai fixé. Cette femme qui n'avait jamais contribué d'un centime à la société parlait tranquillement de mettre ma maison aux frais de l'État. Vous voulez mettre ma maison aux allocations? Ce n'est pas ça, est intervenue ma mère en posant son clipboard. David prendrait en charge les responsabilités financières, et s'il a besoin d'un peu d'aide des programmes disponibles, c'est à ça qu'ils servent. C'est en fait une planification très responsable. Les programmes sont pour les gens qui achètent des maisons qu'ils peuvent se permettre, pas pour ceux qui volent des maisons à leurs frères. Personne ne vole quoi que ce soit, a enfin dit mon père depuis le couloir où il empilait des cartons. C'est juste un arrangement familial. Tu économiseras de l'argent en vivant en centre-ville. David aura de l'espace pour ses enfants. Ta mère et moi pourrons voir nos petits-enfants dans une vraie maison. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne sauf moi qui perds la maison que j'ai achetée et rénovée moi-même. Est-ce que l'un de vous a pensé à me demander avant d'emménager quelqu'un chez moi? On savait que tu serais difficile là-dessus, a dit ma mère d'un ton factuel. C'est pourquoi on voulait te présenter ça comme un fait accompli. Une fois que tu verras à quel point ça marche bien, tu comprendras qu'on avait raison. Comment êtes-vous entré? Je n'ai jamais donné à personne la permission d'entrer chez moi. David a levé une clé en la faisant balancer comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Maman en avait fait faire un double quand elle a surveillé la maison l'année dernière. Tu te souviens quand tu es allé au Colorado pour ce mariage? L'année dernière, quand je suis allé au Colorado pour l'enterrement de vie de garçon d'un ami, elle avait proposé de surveiller la maison et d'arroser les plantes. Je lui avais donné une clé pour le week-end. Je ne l'avais jamais récupérée. Et quand je lui avais demandé, elle avait dit qu'elle l'avait perdue. Elle mentait depuis plus d'1 an. Vous prépariez ça depuis longtemps, ai-je dit en comprenant enfin. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Qui appelles-tu? A exigé ma mère, la voix montant d'une octave. La police pour signaler une effraction et un vol en cours. Alex, pose ce téléphone. On est une famille. Tu ne peux pas appeler la police sur ta famille. La famille ne s'introduit pas par effraction chez les autres pour essayer de voler leur maison. L'opératrice du 911 a répondu. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler une effraction en cours. Des gens ont déplacé des meubles dans ma maison sans permission et refusent de partir. La police est arrivée quelques minutes plus tard. 2 agents qui semblaient préférer être n'importe où ailleurs en réalisant qu'il s'agissait d'une affaire familiale. Après avoir vérifié mes documents et confirmé que j'étais bien le propriétaire, ils ont ordonné à ma famille de tout enlever et de partir. J'ai changé mes serrures le soir même et j'ai installé un système de sécurité. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 38 messages de divers membres de la famille et amis de la famille. Apparemment, ma mère avait passé toute la nuit à appeler tout le monde pour leur dire quel fils sans cœur j'étais, en retournant l'histoire pour faire de moi le méchant. Mais le summum de leur délire est arrivé le samedi suivant quand ils ont organisé une intervention dans mon allée. Mes parents, toute la famille de David, plus ma tante et mon oncle et le pasteur de l'église de ma mère. 8 adultes debout dans mon allée comme s'ils s'apprêtaient à pratiquer un exorcisme. La scène était presque comique si elle n'avait pas été aussi exaspérante. Ils avaient clairement coordonné cette embuscade, probablement en passant des heures à planifier leur approche et à répartir les arguments. Ma mère se tenait au centre comme un général commandant ses troupes, tandis que ma tante tenait un dossier avec ce qui ressemblait à des articles imprimés, probablement sur l'obligation familiale et les programmes d'aide au logement. Le pasteur arborait son expression la plus sérieuse, celle qu'il réservait probablement aux péchés graves depuis la chair. « Alex, a dit ma mère de sa voix la plus sérieuse, nous devons avoir une réunion de famille. Non, nous ne devons pas sortir de ma propriété avant que j'appelle à nouveau la police. Fils, a dit le pasteur en s'avançant, les mains jointes devant lui comme s'il prononçait un sermon, je comprends qu'il y ait eu un conflit dans ta famille.
Ta mère m'a demandé de te parler de l'importance de l'unité familiale et de la charité chrétienne. J'ai regardé ma mère avec incrédulité. Tu as amené ton pasteur pour me culpabiliser et me faire donner ma maison. Le pasteur a continué sur ce ton sincère que les gens religieux utilisent quand ils pensent sauver ton âme. La Bible nous enseigne de prendre soin de notre famille, surtout des enfants dans le besoin. Matthieu nous dit que tout ce que nous faisons pour le plus petit d'entre eux, c'est à Christ lui-même que nous le faisons. La Bible nous enseigne aussi que si un homme ne travaille pas, il ne mange pas. David a 26 ans, 2 enfants, et il est au chômage par choix. Commencez peut-être par là, pasteur. Ma tante s'est avancée en essayant une approche plus émotionnelle. Elle tenait ce qui semblait être des impressions de sites web sur la planification financière familiale et les arrangements multigénérationnels. Alex, mon chéri, on a tous aidé la famille au fil des ans. Quand tu avais besoin d'aide à l'université. J'ai travaillé 3 jobs à l'université et j'ai obtenu mon diplôme sans dette. Quand j'avais besoin d'un endroit où vivre après mes études, je vivais dans un studio de 400 pieds carrés et j'économisais chaque centime pendant 2 ans. Mon oncle a essayé un angle différent. L'approche d'homme à homme que les hommes plus âgés pensent toujours efficace sur les plus jeunes. Écoute, fiston, je comprends. Tu as travaillé dur pour ce que tu as. Personne ne te l'enlève. Mais David a des enfants à qui penser. La responsabilité familiale. Tu comprendras quand tu auras des enfants un jour. Si j'ai des enfants un jour, je planifierai pour eux et je les prendrai en charge moi-même comme un adulte responsable. Je n'attendrai pas que mon frère abandonne sa maison pour faire de la place à mes mauvaises décisions. Crystal se tenait derrière David en tenant leur plus jeune, me lançant un regard comme si j'avais personnellement ruiné sa vie. Le bébé s'agitait dans la chaleur et elle était visiblement mal à l'aise, enceinte et debout dans mon allée pour cette confrontation ridicule. C'est exactement pour ça que tu ne peux pas garder une copine, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Tu es égoïste et froid. Aucune femme ne veut d'un homme qui ne veut pas aider sa propre famille. J'ai ri. Vraiment ri à voix haute. Crystal, tu as 24 ans, 2 enfants, pas d'emploi, pas d'études, pas de compétences, et tu vis dans le sous-sol des parents de ton copain. Peut-être que tu ne devrais pas donner de conseils sur les relations. Et, est intervenu David en montrant enfin un peu de caractère, ne lui parle pas comme ça. Alors dis-lui de fermer sa bouche sur des choses qu'elle ne comprend pas. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle de l'intervention, visiblement frustrée que leur embuscade soigneusement planifiée s'effondre. Alex, on a parlé à quelqu'un qui a une expertise juridique à propos de cette situation. Il y a peut-être des options pour des arrangements de propriété familiale que tu n'as pas envisagés. C'était une nouvelle information et ça m'a donné froid dans le dos. Quel genre d'options juridiques ? Un avocat en droit de la famille de la congrégation de leur église avait expliqué que dans certains cas, la propriété familiale pouvait faire l'objet d'arrangements de nécessité familiale. Surtout quand des enfants étaient impliqués et qu'il y avait de grandes disparités de richesse et de conditions de vie familiale. Je les ai fixés, réalisant qu'ils pensaient vraiment pouvoir me poursuivre en justice pour entrer dans ma maison. Ils avaient réellement consulté quelqu'un sur des moyens légaux de me forcer à abandonner ma propriété. Est-ce que cet avocat d'église a aussi expliqué que j'ai 29 ans et que vous n'avez aucun droit légal sur ma propriété ? Est-ce qu'il a mentionné que ce que vous avez tenté était une effraction ? Est-ce qu'il a expliqué la différence entre un vœu pieux et la loi réelle ? Quand ton père et moi serons vieux et aurons besoin d'aide, ne viens pas pleurer pour qu'on te soutienne, a dit ma mère en jouant sa dernière carte. Marché conclu, ai-je répondu sans hésiter. Ça l'a stupéfiée. Elle s'attendait à ce que je recule, à ce que je choisisse une culpabilité future potentielle plutôt que des limites présentes. Ils sont tous partis, me laissant à la fois victorieux et triste. Mais ce n'était pas terminé. Ma famille n'abandonne pas facilement, surtout quand elle est désespérée. Et je commençais à soupçonner qu'il y avait plus derrière leur désespoir que le simple besoin d'espace de David. J'ai décidé d'enquêter, et ce que j'ai découvert a tout changé. Les registres publics de notre État sont pour la plupart disponibles en ligne si on sait où chercher et quoi chercher. J'ai passé tout un samedi après-midi à plonger profondément dans les archives du comté, les dossiers judiciaires et les bases de données immobilières. Ça m'a pris environ 6 heures de recherche méthodique pour reconstituer le tableau complet. Et quand j'ai terminé, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Le premier signal d'alarme était une seconde hypothèque que j'ai trouvée enfouie dans les registres de propriété. Mes parents étaient en procédure de saisie.
Selon les archives du comté, ils avaient contracté une seconde hypothèque sur leur maison il y a 2 ans pour 90 000 $. Les documents montraient qu'ils avaient déclaré que c'était pour des travaux de rénovation et de consolidation de dettes, mais je voyais d'après le timing que ça coïncidait avec le moment où David et Crystal avaient emménagé. Puis l'année dernière, ils avaient ouvert une ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour 45 000 $ supplémentaires, épuisant leur capacité d'emprunt. Ils devaient presque 220 000 $ sur une maison qui valait peut-être 180 000 $ sur le marché actuel. Ils étaient complètement sous l'eau. Mais le vrai choc était l'avis de saisie daté de 7 semaines plus tôt. Ils avaient 4 mois de retard sur les paiements et la banque procédait à la saisie. Ils avaient jusqu'à la fin du mois suivant pour régulariser ou perdre la maison. Le montant total nécessaire pour remédier au défaut était supérieur à 18 000 $. De l'argent qu'ils n'avaient clairement pas. Maintenant leur désespoir prenait tout son sens. Ils n'essayaient pas seulement d'aider David. Ils essayaient de se sauver eux-mêmes. Si David prenait en charge mes paiements de prêt, il pourrait utiliser l'argent qu'il dépensait pour le soutenir, lui et sa famille, afin de rattraper leurs propres paiements. C'était une tentative désespérée de voler Pierre pour payer Paul, avec moi comme victime involontaire. Mais où était passé tout cet argent ? 135 000 $ de prêt en 2 ans représentait une somme sérieuse pour des gens à revenus fixes. J'ai continué à creuser dans les registres d'entreprise et j'ai trouvé l'élément décisif. Il y a 18 mois, mon père avait enregistré une LLC appelée Morrison Family Investment. Selon les documents, c'était censé être une entreprise de rénovation et revente de maisons. Les papiers montraient de grands projets d'achat, rénovation et revente de propriétés pour réaliser des profits pendant ce qu'ils voyaient comme un marché immobilier en pleine effervescence. Des recherches supplémentaires ont révélé l'ampleur totale de leur désastre financier. Morrison Family Investment avait acheté 2 propriétés avec l'argent emprunté sur leur maison. La première était une maison ranch des années 1960 achetée 98 000 $, avec l'intention de la revendre 150 000 $ après rénovation. Au lieu de ça, ils se sont retrouvés dépassés par des problèmes structurels qu'ils n'avaient pas anticipés, des soucis d'entrepreneurs et des retards de permis. La maison est restée sur le marché 8 mois avant d'être finalement vendue 63 000 $, soit une perte de 35 000 $, plus les frais de portage, taxes et dépenses de rénovation. La seconde propriété était encore pire. Ils avaient acheté un duplex saisi pour 110 000 $, en prévoyant de le rénover et de le louer pour un revenu stable. Mais ils avaient sous-estimé l'étendue des dégâts et le coût pour le mettre aux normes locatives. Quand ils n'ont pas pu terminer les rénovations ni faire les paiements, cette propriété est aussi partie en saisie. Elle a finalement été vendue aux enchères pour 75 000 $, ce qui signifie qu'ils ont perdu environ 35 000 $ sur cette affaire aussi, sans compter l'argent qu'ils avaient investi dans les réparations tentées. Mes parents avaient dilapidé leurs économies de retraite et hypothéqué leur maison au maximum, en essayant de devenir des magnats de l'immobilier pendant le boom de la pandémie. Ils avaient regardé des émissions HGTV et pensé que ça avait l'air facile, en ignorant complètement les risques et les complexités de l'investissement immobilier. Et maintenant ils étaient sur le point de tout perdre. Mais le désastre financier allait encore plus loin que ce que je pensais au début quand j'ai commencé à creuser dans la situation de David et Crystal. David avait déposé une demande de faillite il y a 18 mois. Chapitre 7. Effacement complet de toutes les dettes, y compris 28 000 $ de cartes de crédit et un prêt auto en défaut. Ça expliquait pourquoi il ne pouvait pas qualifier pour son propre prêt immobilier. Crystal avait plusieurs agences de recouvrement après elle pour des factures médicales impayées, des cartes de crédit magasin et quelque chose appelé « prêt cash rapide » de 4200 $ à un taux d'intérêt astronomique. Ma famille parfaite et jugeante était complètement fauchée. Pas juste fauchée, financièrement détruite. Et ils me l'avaient caché tout en me faisant la leçon sur la responsabilité familiale. Soudain, leur plan prenait tout son sens. Me faire sortir de ma maison, installer la famille de David, utiliser l'argent qu'ils économiseraient en ne soutenant plus David pour rattraper leur propre paiement de prêt. Ils avaient probablement calculé qu'une fois que je paierais un loyer en centre-ville au lieu de construire du capital, je serais plus enclin à les aider financièrement de manière régulière. J'ai appelé mon avocat et je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Alex, tu dois être très prudent ici. Les gens désespérés font des choses désespérées, mais tu les as aussi complètement documentées s'ils essaient autre chose. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement me protéger des manigances de ma famille. J'allais m'assurer qu'ils affrontent les conséquences de leurs choix et qu'ils apprennent que les actes ont des résultats réels.
Au cours de la semaine suivante, j'ai constitué un dossier complet sur leur situation financière. Chaque document, chaque archive, chaque preuve de leur désespoir et de leurs mauvaises décisions. J'ai tout organisé dans un classeur à 3 anneaux avec des onglets et des photocopies de tout. Leurs avis de saisie, la demande de faillite de David, les avis de recouvrement de Cristal, les documents d'enregistrement de l'entreprise ratée, les privilèges fiscaux, les jugements du tribunal. Tout ce qui peignait le tableau d'une famille en chute financière libre qui pensait pouvoir résoudre ses problèmes en me volant. Puis j'ai commencé à passer quelques appels très stratégiques. Chacun soigneusement planifié pour un impact maximal. D'abord, j'ai contacté leur société de prêt hypothécaire et la banque qui gérait leur saisie. J'ai envoyé une lettre détaillée expliquant la tentative de fraude, en incluant la documentation des appels non autorisés de David à ma société de prêt en se faisant passer pour mon représentant. Les preuves de leur tentative de me manipuler pour transférer ma propriété afin d'éviter leur propre saisie, et les archives de leurs échecs commerciaux qui avaient mené à leur situation actuelle. J'ai expliqué qu'ils avaient utilisé une clé volée pour s'introduire chez moi et tenter d'installer la famille de David sans permission, le tout dans le cadre d'un schéma visant à utiliser mes paiements de prêt pour sauver leur propre maison. La lettre était professionnelle mais complète, exposant exactement comment ils avaient tenté de commettre une fraude et comment leurs actes montraient qu'ils n'agissaient pas de bonne foi avec leurs prêteurs. J'ai joint des copies du rapport de police quand je les avais fait expulser de chez moi, la documentation de la faillite de David qui aurait dû être signalée au tribunal, et les preuves de leur tromperie délibérée sur leur situation financière. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un enquêteur en fraude de la banque me demandant de venir faire une déclaration formelle à leur équipe juridique. Apparemment, tenter de transférer frauduleusement une propriété pour éviter une saisie était quelque chose qu'ils prenaient très au sérieux, surtout quand cela impliquait de mentir à plusieurs institutions financières. Deuxièmement, j'ai appelé le greffe du tribunal des faillites et j'ai parlé à quelqu'un au bureau du syndic à propos du dossier de David. La liquidation chapitre 7 de David incluait l'obligation de signaler tout changement important dans sa situation financière pendant 3 ans après le dépôt. Tenter de prendre en charge un paiement de maison comptait définitivement comme un changement important qui aurait dû être signalé au tribunal. Le fait qu'il ait appelé ma société de prêt et enquêté sur des reprises de prêt sans le signaler au tribunal des faillites constituait une violation de son accord de liquidation. Je leur ai fourni la documentation des appels de David à ma société de prêt, les preuves de ses tentatives de prendre en charge mes paiements de maison, et les archives montrant qu'il planifiait cela depuis des semaines sans divulgation appropriée. Le greffier m'a informé que la fraude en matière de faillite était un crime fédéral et qu'il rouvrirait son dossier pour examen. Troisièmement, j'ai peut-être mentionné à quelques personnes de la communauté que David cherchait du travail et semblait vraiment désespéré d'argent au point que sa famille faisait des choix discutables. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, et la réputation compte quand on cherche un emploi. Je ne répandais pas de mensonges. Tout ce que j'ai mentionné était complètement vrai, mais je me suis assuré que les bonnes personnes entendent parler de ces problèmes de caractère et de fiabilité. J'ai parlé au gérant du magasin de bricolage où David avait postulé, en mentionnant que j'avais entendu qu'il avait des ennuis juridiques liés à une fraude en matière de faillite. J'ai parlé à mon voisin qui travaillait dans un magasin de pièces auto, en mentionnant en passant que mon frère avait des problèmes d'honnêteté et prenait de mauvaises décisions qui affectaient sa famille. Rien de malveillant, juste des membres de la famille concernés partageant des informations factuelles sur le caractère de quelqu'un. Mais l'appel le plus satisfaisant était à l'église de ma mère. J'ai parlé à la secrétaire de l'église et j'ai mentionné que certains membres de longue date de la congrégation faisaient face à de sérieuses difficultés financières et avaient fait des choix discutables récemment. J'ai suggéré qu'ils pourraient bénéficier d'un conseil financier et peut-être d'une aide du fonds d'urgence de l'église, et j'ai fourni les noms et les détails de leur situation. J'ai expliqué que mes parents avaient été impliqués dans des comportements préoccupants, y compris une tentative de fraude immobilière et une effraction chez des membres de la famille. J'ai mentionné qu'ils avaient menti aux membres de l'église sur leur situation financière tout en demandant de l'aide pour des frais juridiques. J'ai suggéré que l'église pourrait vouloir examiner la situation plus attentivement avant de fournir une quelconque aide, car il semblait y avoir de la malhonnêteté dans la façon dont ils présentaient leur situation. La secrétaire m'a remercié pour l'information et a dit qu'ils suivraient certainement avec la famille pour mieux comprendre leur situation et fournir l'orientation appropriée. En l'espace de 2 semaines, les conséquences ont commencé à tomber comme des dominos. La saisie de mes parents a été accélérée à cause de l'enquête sur la fraude. Ils sont passés d'1 mois pour sauver leur maison à 2 semaines pour la vider. Le dossier de faillite de David a été rouvert pour examen en raison de sa tentative de reprise de dette qu'il n'avait jamais signalée au tribunal.
L'église a commencé à poser des questions gênantes sur la situation financière de mes parents, leurs affaires et leur tentative d'impliquer le pasteur dans ce qui était essentiellement un litige immobilier. Plusieurs employeurs potentiels en ville ont commencé à poser des questions sur les antécédents et la fiabilité de David après avoir entendu des préoccupations sur son caractère de la part de membres de la communauté. 3 semaines après avoir commencé ma campagne de recherche et de documentation, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était petite et vaincue. Alex, c'était à peine un murmure. « Salut, maman. On en a besoin de te parler. Tu peux venir, s'il te plaît ? Je suis assez occupé ces jours-ci. S'il te plaît, c'est important. C'est urgent. Je suis passé ce soir-là et j'ai trouvé leur maison dans un chaos complet. Des cartons de déménagement partout. Crystal pleurait sur le canapé pendant que les enfants couraient confus. David chargeait frénétiquement des affaires dans sa Honda comme si la maison était en feu. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, même si je savais exactement ce qui arrivait. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. « On a perdu la maison, fiston. La saisie définitive est passée hier. On a 48 heures pour tout sortir. C'est malheureux. Où est-ce que vous comptez aller ? C'est de ça qu'on voulait te parler. » Ma mère s'est avancée. Tout le combat et la supériorité avaient complètement disparu de son attitude. « Alex, on sait qu'on a fait des erreurs. On sait qu'on a mal géré les choses avec ta maison, mais on est une famille et on a besoin d'aide. Quel genre d'aide vous cherchez ? » David a arrêté de charger les cartons et s'est retourné, la sueur coulant sur son visage. « Mec, on est dans de sérieux ennuis. On a perdu la maison. L'histoire de la faillite a été rouverte je ne sais comment. La mère de Crystal ne veut plus nous laisser rester parce qu'une agence de recouvrement appelle. On n'a nulle part où aller. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Vous êtes tous des adultes. » Alex, a dit mon père doucement, la voix tremblante, on se demandait peut-être qu'on pourrait rester chez toi, juste temporairement, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Je l'ai fixé. Rester chez moi dans la maison que vous avez essayé de me voler ? On est une famille, a dit Crystal à travers ses larmes. Tu dois nous aider. C'est ce que fait la famille. En fait, je n'ai rien à faire. David s'est avancé, l'air vaincu. Allez, mec. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Vivre sous un pont ? Dormir dans nos voitures ? Les enfants n'ont nulle part où aller. Honnêtement, je m'en fiche de ce que vous faites. Vous avez créé ce bordel. Vous pouvez trouver comment en sortir. Ma mère a essayé une dernière fois, la voix brisée. Alex, je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais qu'on a fait des erreurs terribles, mais on est désolé. On est vraiment, sincèrement désolé, et on a besoin de toi. Vous êtes désolé d'avoir été pris. Vous êtes désolé que votre plan ait échoué. Vous êtes désolé d'affronter les conséquences. Mais vous n'êtes pas désolé d'avoir essayé de me voler. J'ai regardé autour de moi tous ces gens désespérés, fauchés, sans abri, et qui comprenaient enfin que leurs actes avaient des conséquences réelles. Voici ce qui va se passer. Vous allez nettoyer le bordel que vous avez créé. Vous allez trouver des emplois, de vrais emplois où vous vous présentez vraiment. Vous allez trouver des appartements que vous pouvez vraiment vous permettre. Vous allez arrêter d'attendre que les autres vous sortent de vos mauvaises décisions. Et si on ne le fait pas, a demandé David. Alors vous serez sans abri, ce qui, honnêtement, ressemble à un problème que vous vous êtes créé vous-même. Mon père a fait une dernière tentative désespérée. Fils, s'il te plaît. On a fait des erreurs, mais on reste ta famille. Non, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. La famille n'essaie pas de se voler les uns les autres. Vous êtes juste des gens avec qui je partage l'ADN et qui se sont révélés être des criminels. Alex, a crié ma mère derrière moi, la voix complètement brisée. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Je me suis retourné une dernière fois. Regarde-moi faire. C'était il y a 8 mois. Par des connaissances mutuelles et les réseaux sociaux, j'ai entendu des bribes de ce qui leur est arrivé depuis. Mes parents ont emménagé dans un appartement d'une chambre dans le pire quartier de la ville, et tous les deux ont trouvé des emplois dans un supermarché discount. Ils travaillent en horaires opposés pour qu'un d'eux puisse toujours rester à la maison avec les enfants de David, puisque David et Crystal ne peuvent pas se permettre de garde d'enfants.
David et Crystal ont emménagé chez la sœur de Crystal dans une caravane double largeur dans un parc de mobile homes en dehors des limites de la ville. David a enfin trouvé un emploi stable dans un magasin de pièces auto, mais c'est au salaire minimum et ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Crystal a trouvé un emploi dans un fast-food. Ils luttent tous financièrement, travaillent dans des jobs qu'ils détestent, vivent dans des endroits qu'ils ne supportent pas, gèrent le stress de la pauvreté et la honte de leur chute de la respectabilité de la classe moyenne. Exactement le genre de vie qu'ils essayaient d'éviter en volant ma maison. Pendant ce temps, je vis toujours dans ma belle maison que j'ai achetée et rénovée moi-même. J'ai été promu au poste de chef de projet senior le mois dernier avec une augmentation de 15 000 $. Je sors avec quelqu'un d'incroyable.